Au côté, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, cher Alexandre. Bonsoir à Jean Messia, président. Ah, c'est vrai que ça a changé. C'est plus l'Institut Apollon. J'ai failli dire président de l'Institut Apollon, Institut Vivre Français. Vous avez renommé votre institut. Oui. Eh bien, très bien. Félicitations à vous. Qui eût cru qu'on aurait nommé un institut ainsi il y a encore 20 ans ? Certes. Ça veut dire que Vivre Français, désormais, n'est plus une chose acquise et qu'il faut défendre cela. C'est entendu. Qui n'ont pas le droit de citer et qui a un cercle de la raison qui est légitime. Si c'est ça, si c'est seulement le cercle de la raison qui va du centre-gauche au centre-droit, eh bien ne faisons plus d'élections, élisons Emmanuel Macron ou ses clones à vie et n'en parlons plus. Mais dans l'arc républicain, vous aurez du mal à trouver des flèches. Oh là là. Oula. D'accord. Du coup, je ne sais. À cette heure-là, c'est compliqué. On avance. Oui, t'as en douté. Non, mais j'ai une explication. J'ai une explication assez simple à ça, c'est qu'en fait, le gouvernement, enfin Emmanuel Macron, depuis 2017, cherche à détourner et à focaliser toute l'attention sur les questions économiques et sociales. Et d'ailleurs, l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, la dernière campagne présidentielle a été écrasée par la question du pouvoir d'achat. Donc il y a une colère, si vous voulez, qui est légitime, qui s'exprime exactement dans le domaine dans lequel le gouvernement l'a orienté, c'est-à-dire la colère sociale autour de la réforme des retraites. Mais il y a une autre colère sourde, qui est une colère identitaire face à l'insécurité, face à l'immigration, qui, elle, est interdite d'expression et qui est criminalisée, qui est traitée d'extrême droite, et donc les Français sont inhibés à l'exprimer. Donc effectivement, si demain il y a une élection, cette colère-là, elle n'a pas disparu. C'est pas parce qu'elle s'exprime pas de manière vociférante et dans la rue qu'elle n'existe pas. Elle s'exprimera nécessairement dans l'isoloir, et cette colère identitaire-là, c'est évidemment soit le RN, soit Reconquête qui vont en bénéficier. Pourquoi est-ce qu'on focalise de l'impuissance? C'est une véritable volonté d'impuissance. C'est-à-dire qu'en matière migratoire, le gouvernement estime qu'il est tenu par des conventions, par des traités, par son propre droit interne ici en France, et tout est fait en fait pour organiser l'invasion migratoire de la France. Alors évidemment, les mineurs, ça devient une filière d'immigration particulière, puisque vous savez qu'il y a les conventions internationales des droits de l'enfant, etc., qui obligent la France à accueillir toute la misère du monde, en tout cas toute la misère infantile du monde. D'abord, il faut démontrer que ces gens-là sont des mineurs isolés. En général, ils ne sont ni mineurs ni isolés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces mineurs isolés, non seulement coûtent une blinde aux contribuables français, mais en plus, il y a effectivement une forte criminalité et une forte délinquance chez ces mineurs étrangers. On peut être quand même difficilement moins efficace en termes de maîtrise des frontières. Alors, on nous dit, oui, mais c'est par humanisme. Ce sont des enfants, etc. Mais rappelez-vous de l'Ocean Viking qui avait débarqué au mois de novembre 2022, le 11 novembre très exactement, 232 migrants dans le port de Toulon. On nous avait mis le pistolet humaniste sous la tempe en disant « vous ne pouvez pas refouler des gens qui sont malades, qui sont pauvres, qui ne tiennent pas debout, etc. » À quoi a-t-on assisté ? Ils ont débarqué dans le port de Toulon. 2 semaines après, il n'y avait plus un seul migrant. Ils avaient tous détalé comme des lapins. On se demande comment ils étaient faméliques et malades. Ils avaient détalé comme des lapins dans la nature et on ne les a plus vus. On ne les a plus retrouvés. Donc, si vous voulez, les arnaques et l'escroquerie à l'humanisme, ça commence à bien faire. Et j'en profite aussi pour dire que j'en ai aussi assez qu'à chaque fois qu'on exprime la moindre velléité de défense identitaire, on se trouve qualifié d'extrême droite, on se trouve qualifié de criminel et d'extrémiste ou d'inhumain. Je suis désolé, partout le combat pour l'identité d'un pays est applaudi. Dans tous les pays du monde, il est applaudi par ceux-là même en France qui criminalisent la défense identitaire du peuple français. Moi, j'estime que le peuple français a le droit, comme tout peuple au monde, de défendre son identité et effectivement de limiter un phénomène qui érode jour après jour son identité, qui est effectivement une forme de grand remplacement. On est capable de les gérer, c'est-à-dire qu'il faut effectivement d'abord leur interdire l'accès au territoire, ça se fait. Je dirais, c'est une question de volonté politique. C'est pas le pays qui doit s'adapter au droit, c'est le droit qui doit s'adapter au pays. Mais là, on les accueille. Le droit doit s'adapter à la volonté du peuple français. Or, aujourd'hui, le peuple français, dans son écrasante majorité, dit il n'en peut mais, et il l'exprime dans tous les sondages. Il ne veut plus d'immigration supplémentaire. Et quant aux mineurs étrangers qui sont déjà sur notre territoire, il faut les remettre au service de l'enfance de leur pays. Ou les remettre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire chez nous et ce n'est pas aux contribuables français de payer
pour des parents qui se sont défaussés finalement de l'éducation de leurs enfants pour que ce soit le contribuable français qui le paye. Je veux bien qu'il y ait des pauvres à travers la planète, mais ce n'est pas au contribuable français de financer la pauvreté du monde. Si je peux me permettre, Jean, ils arrivent, bien entendu qu'ils n'ont plus de papier. Donc on ne connaît même pas leur identité. Et donc, on avait l'exemple de Mayotte l'autre jour, où les parents eux-mêmes disaient « Ah non, c'est pas mon enfant ». Comme il n'y a pas de papier d'identité, on ne peut pas prouver que c'est leur enfant. Non, mais à part faire des tests ADN, regarder... Exactement, mais attendez. C'est quoi l'approche rationnelle de la question Parce je veux bien qu'on passe la soirée à dire ce qui ne va pas et à demander au gouvernement d'en faire plus, mais qu'est-ce qu'il y a de rationnel? Il faut effectivement mettre les moyens suffisant pour contrôler nos frontières par la voie des nouvelles technologies. Il y a des technologies qui nous le permettent, les tests ADN, l'empreinte de l'œil, comme on le fait aux États-Unis, etc. Il y a des moyens. Il faut mettre en place les moyens pour limiter effectivement l'arrivée massive d'immigrés. Vous savez que Joe Biden aux États-Unis, il a déployé je ne sais plus combien de milliers de soldats le long de la frontière mexicaine, en plus du mur que Trump avait construit. Vous n'entendez pas une seule voix parler de ça en France. Par contre, si ça avait été Trump, là, vous pouvez être sûr que ça aurait été... Donc, il y a des pays qui se donnent les moyens d'y arriver. Alors, je ne dis pas que ça va régler tout. Mais enfin, si on part du principe qu'on ne peut pas tout régler, donc à ce moment-là, on ne fait rien, on est condamné à l'inaction. D'abord, parce que je pense que l'Italie n'est pas dans la même configuration, notamment économique, que la France. Le système bancaire italien est très dégradé. Et donc l'Union européenne a effectivement des moyens de pression sur l'Italie qu'elle ne pourrait probablement pas avoir sur un pays comme la France. Mais s'agissant de la déclaration effectivement de Gérald Darmanin, la différence entre la déclaration de Gérald Darmanin et la réponse de Jordan Bardella, c'est que Gérald Darmanin, il a un propos gratuit. Quand il dit c'est une petite femme et un petit monsieur, sur quoi il se base? Alors que Jordan Bardella, quand il lui répond, il apporte une preuve qui est quand même difficilement contestable du fait que Gérald Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur parce qu'il a un petit bilan et son rappel est salutaire et je crois difficilement contestable. Excusez-moi, c'est quand même inverser totalement la causalité de la chose. Et si plutôt que de se... Plutôt que de se dire que comme 88% ont été libérés, ils ont été arrêtés arbitrairement, mais est-ce qu'ils ont été libérés arbitrairement ? Parce que quand vous avez le syndicat de la magistrature qui appelle explicitement à ne pas juger, à ne pas déférer les individus arrêtés dans les manifs, quel que soit leur profil, au motif que par définition ces gens-là sont des militants politiques et qu'il ne faut pas criminaliser le mouvement social et le mouvement politique, on peut aussi s'étonner que ces gens-là puissent être libérés arbitrairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler le parcours de Madame Simoneau. Elle est quand même ancienne journaliste de Libération, elle était ancienne journaliste au Canard enchaîné. Libération, vous savez, c'est ce journaliste qui imagine que les milices du Troisième Reich sont en train de défiler dans Paris pour procéder à des ratonnades. Vous vous rappelez de ce titre, Nuit blanche, peste brune. Bon, voilà, ça vous donne quand même, ça plante quand même le décor de quelqu'un, rappelons-le, qui est obligé de dire dans son interview qu'elle ne crache pas sur la police. Madame Simoneau, heureusement que vous le dites, on l'aurait cru.